bienvenue dans Smart Croissance, votre rendez-vous consacré au capital et investissement. Et aujourd'hui, on va se parler du financement de l'industrie verte et de la décarbonation des entreprises. Et pour en parler, à mes côtés, Claire Chabrier, présidente de France Invest, bonjour. Bonjour. Et Grégoire Santilli, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Nextage AM. Alors moi, je me suis penchée un peu sur les grands équilibres pour qu'on ait un peu une idée. Rexecode chiffre le coût de la décarbonation de l'industrie entre 58 et 80 milliards d'euros supplémentaires par an d'ici à 2030. Donc plus de la moitié serait à la charge des entreprises. Claire, est-ce que vous avez une idée de comment on va atteindre une telle masse de financement ? J'imagine qu'évidemment, le capital investissement aura un rôle à jouer. Alors, effectivement, c'est massif. Les besoins de financement vont être massifs dans les 30 prochaines années. Je crois qu'on partage ces chiffres-là. Donc, financement par les entreprises. Comment ça va se financer ? Une partie par les entreprises, forcément, et une partie par les particuliers aussi. Donc, je crois que ce sera les deux principaux financeurs de cette transition. Donc, nous, quelque part, les acteurs du capital investissement, donc je vous rappelle que France Invest, c'est l'association qui représente l'ensemble des actionnaires du capital investissement et des acteurs de la dette privée. On a plus de 400 adhérents chez France Invest et notre métier, c'est d'accompagner justement des PME, principalement, des startups et des ETI dans leur développement et leur croissance, mais aussi sur ce chemin de la transition. Parce qu'on finance à la fois des entreprises qui sont des solutions à cette décarbonation, donc sur tous les sujets d'innovation, et puis aussi, donc c'est du financement, mais c'est de l'accompagnement, donc pour faire grandir les entreprises, mais aussi répondre à cet enjeu qui va être cet enjeu de décarbonation. Donc ça va être un enjeu massif, et quelque part, le rôle qu'on joue dans tout ça, c'est aussi de faire le pont entre l'épargne et ces entreprises qui sont ces PME et ces ETI des territoires. Justement, Grégoire, moi je me posais la question, comment on parle toujours de flécher l'épargne des Français vers l'économie réelle et on sait, même si on progresse, que ça reste toujours compliqué. Comment est-ce qu'on peut y arriver quand on voit les enjeux qui sont massifs, on vient de le dire, il va falloir accélérer aussi de ce côté-là. Oui, mais il faut peut-être, pour reprendre les grands équilibres, d'abord se rappeler qu'il y a à peu près 6 000 milliards d'euros d'épargne financière des Français. Que sur ces 6 000 milliards d'euros, on est passé depuis 2017 de 1% à presque 2% d'allocation d'actifs en capital investissement. Alors on peut se dire que c'est très bien parce qu'on a pratiquement doublé. Oui, enfin quand on part de zéro, c'est toujours facile de doubler. Et d'ailleurs, on voit bien qu'il y a une activité économique qui a été en France plutôt positive, paradoxalement, quoi qu'on en dise, sur le plan économique, et ça se reflète sur le plan de l'emploi. Mais si on prend 3 pas de recul, aux États-Unis, on est aujourd'hui à peu près à 20% d'allocation d'actifs. Donc, vous avez 18%, vous appliquez 18% sur 6 000 milliards. Et donc, dès que vous faites ça, vous vous rendez compte que finalement, les 80 milliards d'euros par an, qui était votre question de départ, sont non seulement tout à fait réalisables, mais tout à fait souhaitables, puisqu'en fait, aujourd'hui, on considère qu'il y a à peu près un peu plus de 40% de l'épargne des Français qui leur apporte entre 0 et 1%. C'est-à-dire que chaque année, s'il y a une inflation à 4 ou 5%, ils perdent de l'argent. Donc, il vaut mieux mettre cet argent au travail. Et donc, les caractéristiques, et je vais revenir à votre question, c'est le mettre au travail en investissement, parce qu'on ne finance pas de la transformation par de la dette. Deuxième point, c'est forcément du temps long, avec, comme Claire Chabrier le rappelait, de l'accompagnement. Et pour ça, je pense qu'il y a un enjeu qui est important, ce sera d'arriver à faire émerger un label. On avait vu à l'époque du Covid, France Relance, pour essayer de catalyser une mobilisation d'épargne, pour permettre de redémarrer. Finalement, ça n'a pas si mal marché que ça. Et contrairement, et donc on voit bien qu'on peut capitaliser sur ça dans une logique qui permet de dire on va donner de la lisibilité et du sens, parce qu'en fait, je pense que l'enjeu pour les Français, c'est pas juste, c'est de comprendre que leur épargne, c'est pas une boîte noire, et c'est plutôt une ligne verte, et qui va s'investir chez eux, dans leur territoire, et avec quelque chose qui est porteur de sens. Et donc je pense que c'est comme ça qu'aussi qu'on rend les Français actifs sur leur épargne, et aussi responsables de leur épargne. Parce que c'est comme ça qu'on va s'en sortir. C'est pas en laissant les gens dans une situation d'être passifs. Et donc, le label, ça crée de la lisibilité, ça crée de la responsabilité. Il ne faut pas oublier qu'on sort de 40 ans d'absence quasi totale d'éducation financière des Français,
grâce à ce qu'on n'a pas fait à l'éducation nationale dans ce domaine. Claire, du coup, sur ce label d'excellence environnementale, un label EEE ou triple E, je ne sais pas comment il faudra dire, quelle est la position de France Invest? C'est un outil pour vous de se dire, ça va permettre aussi de peut-être faciliter nos investissements, d'aller cibler peut-être directement des entreprises qui auraient ce label? Comment est-ce que vous voyez déjà, les choses? Ce label triple E, qui est porté dans le cadre de ce projet de loi Industrie verte, effectivement, l'objectif, c'est quand même d'accompagner ces entreprises françaises qui sont sur un chemin de transition, de transformation avec ces critères d'excellence. Donc, pour nous, à partir du moment où ce label est bien construit, on est vigilant et on travaille aussi sur ce sujet-là, de bien comprendre la construction de ce label. Il peut en ressortir quelque chose de positif parce que ça nous permettrait effectivement d'aller flécher une partie de nos financements vers les entreprises qui bénéficieraient de ce label. Ouais. Et le sujet, pourquoi ce sujet est essentiel pour nous? Parce que tout au début de mon propos, je disais qu'on finance à la fois dans les startups que nous accompagnons, on finance l'innovation, et qui va être un élément essentiel à la décarbonation, ce que j'appelle aussi les solutions. Et puis, on finance aussi à 80% la transition. Donc, ces PME et ces ETI des territoires qui vont devoir transitionner leur business model, puisqu'on sait que toutes les entreprises seront concernées. Alors, une partie de leur business model, ça pourra être de 5% jusqu'à 50%, voire plus. Ça sera plus compliqué, évidemment, pour ces entreprises-là. Mais chaque entreprise va être concernée par cette transition. Donc, ça, c'est faire le lien, quelque part, aussi avec ce financement. Et nous, on a ce travail, et c'est, je crois, vraiment dans notre ADN, d'accompagner les entreprises dans leur transformation, donc de les accompagner sur ce chemin-là. Donc, une entreprise qui s'engage sur ce chemin, à travers notamment un label bien construit, eh bien, ça nous permettra de dire, voilà, on va l'accompagner, nous, à la financer, et puis, bien sûr, à faire ce travail d'accompagnement qui est du travail de temps long. Parce que, comme le disait Grégoire, je crois que c'est vraiment un de nos marqueurs aussi, c'est d'accompagner dans le temps long, puisqu'on investit dans des durées moyennes de plus de 5 ans dans les entreprises. Donc, ça va être plusieurs cycles sur les 30 prochaines années. Je crois c'est ce qu'il faut regarder aussi. Et donc, de flécher une partie de l'épargne vers cet investissement de temps long. Quand on parle de temps long, où est-ce qu'il faut aller chercher l'épargne des Français? Sur quel véhicule d'épargne, si support d'épargne? C'est assez simple. La réponse, elle comporte 3 volets. Le premier véhicule d'épargne français, c'est l'assurance vie. C'est un peu plus de 1800 milliards d'euros. Ouais. Avec une duration moyenne qui est 14 ans. D'accord. Le deuxième véhicule d'épargne, qui est celui de tous les véhicules d'épargne qui a le temps le plus long devant lui, puis c'est une duration moyenne de 24 ans, c'est le PER. Ouais. Et le PER, on sait que c'est chronique d'un succès annoncé. C'est chronique d'un succès annoncé pour 3 raisons. D'abord, c'est le plus gros démarrage d'un produit d'épargne dans l'industrie financière française depuis 40 ans. Deuxième point, c'est que les chiffres de passage sont assez remarquables et assez exceptionnels. Et troisième point, c'est pas moi qui vais vous faire un dessin sur le besoin des Français de se rassurer sur le financement de leur retraite à long terme. Or, le PER, c'est cette réponse-là. Et le PER, en fait, c'est le complément en capitalisation de la retraite par répartition. Donc, c'est profondément vertueux. Et en plus, il y a des avantages fiscaux qui ont été mis en place, etc. Donc, voilà. Troisième point, parce que je rappelle, quand on investit à long terme, c'est beaucoup plus performant que quand on investit à court terme. Alors, je pourrais vous faire la table de capitalisation si vous voulez, mais voilà. Troisième ressource, c'est que, comme je l'évoquais tout à l'heure, malheureusement, pour des raisons de manque d'éducation financière et d'une aversion au risque structurel et culturel en France, qui est quasiment séculaire, c'est qu'on se retrouve avec 40% de notre épargne qui, aujourd'hui, ne rapporte rien. C'est les fameux 40% qu'on évoquait tout à l'heure. Oui. Et donc, il faut arriver à décongeler et dégeler cette épargne pour lui donner envie, intérêt d'aller se projeter sur ça. D'où l'enjeu, pas juste de la performance, mais aussi du sens. Parce que si vous investissez dans des choses qui ont du sens et qui vous inspirent, ben forcément, comme beaucoup de décisions dans la vie, c'est plus facile. Claire, ça veut dire aussi, si j'entends bien ce que dit Grégoire, qu'il va falloir faire preuve d'énormément de pédagogie aussi pour que les Français s'emparent de ces outils-là et finalement comprennent que
ça peut être intéressant d'investir dans du non-coté. C'est l'entreprise à côté de chez moi qui potentiellement fait travailler mon voisin et qu'on retrouve un certain sens dans tout ça finalement. Tout à fait. Alors déjà, je rejoins à 200% ce qui vient d'être dit parce qu'effectivement, le capital investissement, c'est un investissement de temps long, donc qui s'inscrit parfaitement dans l'épargne retraite, c'est certain. C'est un investissement qui donne du rendement. Je rappelle aussi que c'est une classe d'actifs qui surperforme l'ensemble des autres classes d'actifs et ça fait pas loin de 40 ans qu'on mesure ça chez France Invest, donc on peut le dire avec assurance. Donc c'est important pour les Français justement pour créer aussi une épargne qui donne du rendement. Mais vous avez raison Aurélie, c'est un chantier immense de pédagogie qui est devant nous. Donc on a commencé bien entendu. Alors c'est une tendance qui est pas uniquement française quand même, c'est une tendance qui est mondiale. L'arrivée des personnes physiques dans notre industrie, c'est-à-dire dans le capital investissement. C'est une tendance qu'on le voit aux US, on le voit dans d'autres pays européens. Donc c'est vraiment une tendance mondiale. D'ailleurs, je vous rappelle qu'en 2022, les personnes physiques ont représenté pas loin de 20% de nos souscripteurs dans le capital investissement. Ah oui, 20%. On était plutôt à moins de 5% il y a quelques années. Donc voilà, c'est pas une tendance française, c'est important de le dire, c'est une tendance qui est mondiale et Grégoire rappelait les chiffres, c'est en lien avec cette masse d'épargne qui n'est pas forcément allouée dans des classes d'actifs rentables, qui donnent du rendement et du sens. Donc oui, beaucoup de pédagogie, on s'y attelle. Chez France Invest, on a fait un guide à la fois pour nos adhérents et aussi pour les réseaux de distribution pour accélérer justement l'attractivité des personnes physiques et donc ces canaux de distribution. On vient de sortir des vidéos qui sont à destination à la fois des réseaux de distribution mais aussi des personnes physiques, donc qui permettent de comprendre de façon assez simple et pédagogique ce qu'est notre métier, à quoi on sert, qu'est-ce qu'on finance, quel type d'accompagnement on fait, puisque c'est bien particulier. C'est un accompagnement qui est très proche, on est un vrai partenaire des entrepreneurs qu'on accompagne. Donc on explique ça dans ces vidéos. Et puis enfin, on travaille aussi sur une formation digitale qui sera prête au mois de septembre, vraiment afin qu'elle puisse être déployée en grande masse, notamment dans les canaux de distribution. Donc oui, un grand travail, il faut en parler, expliquer, démystifier aussi ce que cette classe d'actifs et bien faire comprendre que nous investissons, on le disait, dans les startups, les PME, les ETI, tous les sujets aussi d'énergie renouvelable, évidemment, avec les acteurs de l'infrastructure, donc dans l'économie réelle. J'espère qu'on aura levé une partie des questions, en tout cas aujourd'hui. Merci beaucoup Claire Chabrier, présidente de France Invest, et Grégoire Santilles, président de Next Stage AM. À très vite pour un nouveau numéro de Smart Croissance.